Bonsoir, très chers internautes. Bienvenue sur ce direct spécial consacré au conflit entre le Mali et l'Algérie. À la présentation, nous serons deux. Je suis Madame Yepmou Stéphanie, je serai accompagnée de Monsieur Boyamo Sojul. Bonsoir. Bonsoir Madame Yepmou Stéphanie, très enchanté de partager ce plateau avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci encore. La nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées maliennes s'est écrasé sur le territoire malien, plus précisément à Tinzaouaten, dans la région de Kidal, autant pour moi. L'Algérie se réclame d'avoir détruit ce drone qui représentait pour elle une menace, alors que le Mali affirme que cet acte est une action hostile, préméditée du régime algérien. Pour ce direct spécial, il est face à nous, notre invité, pour décortiquer cette actualité. Géopoliticien, géostratège, panafricaniste, homme politique, président du Nouveau Mouvement Populaire. Bonsoir, président Banakani. Bonsoir, Madame Yepmou. Bonsoir à ton co-intervieweur, Jules Bouyamousso, à toute l'équipe technique, à tous ceux qui de près ou de loin participent d'une manière ou d'une autre à la promotion, à la consolidation de nos plateformes. Et un salut particulier à nos internautes, à tous nos abonnés qui comprennent la nécessité d'être très agiles, puisque nous sommes la voie la plus traquée dans les réseaux sociaux. Donc, je les salue avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que notre chantier est très exaltant. Voilà, donc je suis très heureux de voir que vous vous familiarisez avec vos nouvelles fonctions. C'est très encourageant. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tous les titres dont vous m'affublez, en espérant que le ministre Fameux Ndongo ne va pas se fâcher. Sacré président. En tout cas, ces titres ne sont pas des affabulations, c'est ce que vous êtes, panafricaniste, vous l'êtes, et homme politique, vous êtes aussi celui qui a souvent l'habitude d'analyser les actualités internationales et nationales. C'est un plaisir également d'entendre votre analyse sur la thématique qui est la nôtre ce soir. Alors, sans plus tarder, Monsieur le Président Banakani, le Mali et l'Algérie sont deux États voisins dont les relations historiques et fraternelles sont souvent rappelées. Il est de notoriété publique de rappeler que le Mali, sous le leadership du président Modibo Keïta, a eu une participation effective dans la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, en soutenant par ailleurs le Front de libération nationale. L'Algérie a été confrontée au terrorisme, il s'en est sorti victorieusement. Mais hélas, le Mali, quant à lui, est confronté depuis des décennies au terrorisme qui a failli d'ailleurs emporter l'État malien et remettre en cause son intégrité territoriale. Fort heureusement, l'arrivée au pouvoir du président colonel Assimi Goïta a permis, dans une coopération stratégique avec la Russie, de stopper net l'expansion du terrorisme instrumentalisé par la France. Monsieur le Président, la création de l'AES, saluée par les panafricanistes, a vraiment modifié la donne géopolitique dans cette région. Nous avons observé l'expulsion tour à tour des forces armées françaises dans le Sahel. Quel est votre point de vue de cette nouvelle réalité du contexte géopolitique dans cette zone, monsieur le Président? Bon, dans ce dossier qui me paraît extrêmement sensible, il y a les aspects factuels qu'il va falloir harmoniser avec les aspects historiques et les nécessités d'une paix sous le journal pour laquelle il va falloir travailler sérieusement et sereinement. Donc, tous ces facteurs-là doivent être pris en compte dans l'analyse. Vous comprendrez bien que, à notre niveau, nous puissions prendre beaucoup de hauteur parce que
Moi, je suis un UPCiste et je connais les liens historiques qui ont lié l'UPC à l'État algérien. Lorsque l'UPC affrontait la barbarie coloniale française dans les années 60. Donc, je n'ai pas oublié la fructueuse collaboration, l'intense collaboration qui a lié l'État algérien et les dirigeants UPCistes à l'époque. Vraiment avec le président Ben Bella. Ben Bella, les autres, tout ça. Même avec lui, Ben Bella, jusqu'à président, je crois aussi, Ouari Boumedienne, etc. En même temps, nous sommes les pionniers du renouveau panafricaniste, et pas n'importe quel pionnier, ce qui fait que nous sommes un peu les parents de l'AES, les parents idéologiques, les parents historiques de l'AES, ce qui nous donne des responsabilités particulières. Monsieur le Président. En même temps, nous avons une responsabilité panafricaniste globale qui nous amène à ne pas souhaiter la déstabilisation de l'Algérie. Parce qu'au niveau de la géopolitique globale, nous connaissons très bien ce qu'on prépare à l'Algérie, à l'État algérien, au niveau des maîtres autoproclamés de la géopolitique mondiale. Donc, tous ces paramètres-là seront pris en compte. Évidemment, sans transiger sur la vérité géopolitique, sur la vérité factuelle des événements. C'est important de dire ça. Donc, pour revenir donc à votre question, je vous en prie, essayez de me rappeler votre question. D'après vous, quel est votre point de vue sur cette nouvelle réalité géopolitique qui prévaut dans la région de l'AES, c'est-à-dire l'expulsion de l'armée française, tour à tour, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, là où hier, ils se servaient comme ils voulaient, et aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles têtes comme Assimi Goïta et les autres, la France n'a plus la possibilité de servir. Donc, c'est un nouveau contexte, contexte géopolitique, et nous demandons donc votre point de vue à l'égard de cette nouvelle donne. Bon, pour moi, c'est une vieille donne. Hein. Ouais, une vieille donne. Elle est nouvelle pour certains, mais pour nous, c'est une vieille donne. Une vieille donne parce que c'est la résultante directe du travail que nous avons fait pendant plus de 10 ans et qui s'est accéléré avec l'émergence de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et de l'État du Niger. Et de nouveaux axes géopolitiques, d'une nouvelle donne géopolitique. Alors, nouvel axe ou nouvelle donne, la première implication, c'est que les vieux axes et les anciennes donnes sont bousculées, sont terriblement bousculées. Et dans le cas du Sahel, c'est un séisme qui s'est abattu sur cette région-là. Ça fait donc que les équilibres traditionnels pré-AES, dominés par la France, etc., et au niveau sous-régional dans une certaine mesure par l'Algérie, etc., pour ne pas citer l'Égypte, ont été sérieusement malmenés, bousculés. J'allais dire remis en cause de manière fondamentale. Ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre là. C'est les conséquences que nous sommes en train de vivre là. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que si j'ai bien entendu, que l'Algérie est sortie victorieuse du terrorisme. Oui. Mais à quel prix? À quel prix? On n'exagère pas. Si on fait le lien, à partir d'une certaine époque, parce que la question du Sahel, en particulier la question des Touaregs, la question Touareg dans cette région-là, dans cette sous-région-là, elle est plus vieille, elle est très vieille. Elle remonte depuis des siècles. Mais avec le terrorisme à l'Algérie, ça a pris une tournure nouvelle. Parce que ce que vous avez appelé la victoire de l'Algérie sur le terrorisme, c'est fort dépend du Mali. C'est fort dépend du Mali. Donc, le renouveau de la question Touareg
et de la question du nord du Mali n'est pas séparable de la victoire de l'armée algérienne sur le terrorisme et les terroristes. Donc c'est important de souligner ça pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, l'avènement de l'AES a complètement chamboulé la donne dans la sous-région. Moi, je pense que c'est, jusqu'à présent, c'est l'incapacité d'un pays comme l'Algérie à s'adapter à cette nouvelle donne-là qui est aussi en partie l'explication de la situation et qui peut expliquer les comportements. Je pense que l'Algérie, pendant un bon bout de temps, s'est vue. Il y avait les moyens même. Le contexte de l'époque donnait à l'Algérie un statut de puissance sous-régionale. L'Algérie s'est naturellement assise dans ce rôle-là, a fait coïncider ses intérêts nationaux avec cette responsabilité sous-régionale. J'essaie d'utiliser les mots que m'impose la situation et les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc l'Algérie s'est sentie à l'aise dans ce rôle-là, au point où je pense qu'elle n'a pas anticipé sur la situation des évolutions maliennes. Évidemment, les évolutions dans la sous-région. Il faut rappeler que la relation franco-algérienne, qui est caractérisée par, qui est une relation, je t'aime moi non plus, s'accommode très bien de montées de tensions en externe, en apparent, mais qui, durant cette période-là, je précise bien, durant cette période-là, ne s'embêtait pas d'une véritable collaboration rationnelle en sous-main, dans le cadre de la gestion de ce que j'appelle le dossier du Nord-Mali. Donc c'est tout ça qui font que je pense que les maîtres de la situation d'hier sont terriblement bousculés par les évolutions, l'avènement de l'AES, la montée de l'armée en puissance de l'armée malienne, la volonté des autorités maliennes de ne pas transiger sur l'exigence de souveraineté, etc., a créé une nouvelle donne qui, de notre avis, est difficile à gérer par l'Algérie. Dans un premier temps, on peut aborder la question comme ça, en respectant tous les paramètres que j'ai posés tout à l'heure, dès le départ. Monsieur le Président, après avoir ainsi posé le contexte géopolitique ici dans la région, vous avez dit, je cite, « Les maîtres d'hier sont sérieusement bousculés par l'avènement de l'AES. » Et nous avons observé, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, avec à leur tête M. Assimi Goïta, une montée en puissance de l'armée malienne dans la volonté de reconquérir tout le territoire national et en finir avec la question du terrorisme. Tout récemment, Monsieur le Président, un drone des forces armées et de la sécurité du Mali, immatriculé TZ 98D, s'est écrasé sur le territoire national malien dans la localité de Tinzaouaten, cercle d'Aibeba, région de Kidal, dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Ça, c'est pour rappel. Monsieur le Président, après cet incident, il y a eu des conséquences, notamment sur le plan diplomatique, où les autorités maliennes ont protesté parce qu'ils ont qualifié d'acte d'agression le fait que l'armée algérienne aurait abattu un drone de l'armée malienne à la frontière. Et je vais un peu vous donner les positions diplomatiques des différents protagonistes. Pour la diplomatie malienne, l'enquête immédiatement ouverte a donné à des conclusions sans équivoque, notamment que la chute verticale du drone ne peut s'expliquer que par action hostile, causée par des tirs de missiles sol-sol ou sol-air. Elle a appris par voie de presse, au moyen d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne,
la revendication de la destruction du dit drone au motif que celui-ci aurait violé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Constatant que la demande malienne adressée aux autorités algériennes de fourniture des éléments probants étayant la violation de leur espace par le drone considéré, ne s'est pas vu accorder dans une suite satisfaisante, notamment dans le cadre des 72 heures, le gouvernement malien a conclu avec une certitude absolue que le drone des FAMA a été détruit suite à une action hostile préméditée par le régime algérien. Pour la diplomatie algérienne, à travers un communiqué, je veux citer quelques axes. Le gouvernement de la transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie. En dépit de leur gravité, toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que de très imparfaitement recherche désutoires ou des dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste dans lequel s'enferme le Mali avec une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de dénuement. L'Algérie rejette avec force cette tentation présente dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées par lesquelles la junte des putschistes qui sévit au Mali tente vainement de faire de leur pays, en l'occurrence l'Algérie, un bouc émissaire, au réveil et au déboire dont le peuple malien paie le prix le plus lourd. L'entrée du drone malien dans l'espace aérien algérien, son éloignement puis son retour offensif sur zone ont entraîné sa qualification de manœuvre d'hostilité caractérisée. Suite à cette qualification, le commandement des forces de défense aérienne de l'Algérie a ordonné sa destruction. Monsieur le Président, voilà là le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Sur le terrain donc diplomatique, Monsieur le Président, les deux pays s'accusent mutuellement et utilisent des propos dont la signification diplomatique est assez grave. À la lumière des informations, vous êtes un homme politique. L'AES, c'est un enfant qui est né de votre action panafricaniste. Quand vous regardez tout ce qui se passe là, Monsieur le Président, sur le terrain diplomatique, comment le décryptez-vous? Elle est inquiétante. Elle est très inquiétante. Les mots qui sont utilisés de part et d'autre trahissent le fait que de plus en plus, on n'arrive plus à se parler sereinement. On n'arrive plus à discuter sereinement. Donc cela, c'est très inquiétant. Parce que quand on n'arrive plus à se parler sereinement, quand on est dans l'impossibilité de dialoguer mutuellement, il y a un risque profond, sérieux, d'escalade militaire. Monsieur le Président, dans le cadre d'un dialogue, il faut que les parties soient de bonne foi. Mais dans la situation concrète, on a l'impression qu'il y a la volonté de dialogue d'une partie et de l'autre, un certain affront. Je refuse d'entrer dans ce type de rôle. Je ne voudrais pas donner raison et condamner ici. Nous interrogeons les faits, monsieur le Président. Vous interrogez les faits, moi je fais mon travail de panafricaniste. Allez-y. Je vous félicite pour votre travail, mais vous devez me laisser faire mon travail de panafricaniste parce que dans cette situation, moi je dois regarder l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt du Mali, l'intérêt de l'Algérie, dans le sens de l'intérêt de l'Afrique. Donc, il y a la vérité factuelle, c'est un fait. Mais est-ce que la vérité factuelle est nécessaire? Mais dans un rapport d'État à État, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les États souvent n'ont que faire de la véracité des faits et privilégient leurs intérêts. Quitte à mentir, quitte à faire, à transformer, à manipuler les faits et à s'inscrire dans une logique de puissance. Les faits sont clairs. La factualité des faits est frappante. Quel est l'intérêt pour le Mali aujourd'hui d'agresser l'Algérie? Le Mali n'a aucun intérêt aujourd'hui à agresser l'Algérie. Donc on ne peut pas accuser le Mali de violer le territoire de l'Algérie dans le but de, comme j'entends ici, espionner l'Algérie
pour le compte du Maroc. Ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens. Là, vous parlez là de la position algérienne. Bien sûr, dans son communiqué, d'autant plus que, je vous dis que commençons par les éléments factuels si vous voulez. Moi, je n'offre pas ça. En attendant qu'il y ait une enquête, puisque le Mali a décidé de porter la question au niveau international, on verra ce à quoi ça va aboutir. Mais en attendant, les éléments que nous avons sur la main montrent que, du point de vue factuel, il y a des éléments qui montrent que ici, l'Algérie ne joue pas franc jeu. Je crois que c'est évident. D'abord, on peut expertiser les données géolocales, les données de géolocalisation. L'Algérie donne des éléments de géolocation qui sont là. Mais en face, qu'est-ce qu'on nous donne? En face, on dit d'aller visiter le site de la banque de données du ministère de la Défense. Bon. Ok. C'est la position d'un État, on prend acte. Mais l'État malien, en plus, non seulement en plus d'essayer d'être très clair dans son communiqué, en termes d'éléments probants, factuels, l'État malien a demandé à l'État frère algérien de lui donner des éléments qui montraient que le drone en question, non seulement avait violé son territoire, mais était dans une dynamique d'hostilité. C'est-à-dire de justifier le fait qu'on ait abattu le drone en question. 2 jours, c'est resté sans silence du côté algérien. Silence du côté algérien. L'Algérie perdait quoi si elle répondait à la demande de l'État malien? Qu'est-ce que l'Algérie perdait? En quoi ça aurait rabaissé l'Algérie? En quoi ça aurait diminué l'Algérie? Je pense que ça aurait même évité cette escalade qu'on voit là. Donc, on voit que des données, du point de vue factuel, il y a quand même des éléments qui montrent que l'Algérie a une autre approche de ses relations avec le Mali à l'heure actuelle. Je peux convoquer en dehors de cet événement factuel. Avant, tout à l'heure, je voudrais que vous reveniez sur un nature même du communiqué de l'Algérie. La violence des mots. C'est vrai aussi que du côté malien, on a été violent. Mais au moins, du côté. Nous voulons élucider les faits. La dureté des propos. La dureté en termes d'éléments de langage. Qu'on pourrait reprocher au communiqué du Mali, de l'État malien, peut être justifié par le fait que l'État malien a demandé élégamment, en toute diplomatie, à l'État algérien de justifier pourquoi le drone a été abattu. Ça, c'est incontestable. Mais 2 jours, silence de la part de l'Algérie. 3 jours. Voilà, merci. Silence du côté de l'Algérie. Bon, comment on l'interprète ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous abattez mon drone, mais les éléments que je mets sur la table, les données de géolocalisation que je mets sur la table, disent que je n'ai pas violé ton espace aérien. Je n'ai pas violé ton territoire. Donc, à partir de là, je dis c'est un acte d'hostilité. Mais de ce point de vue, quand on regarde ces éléments-là, on donne raison à l'État malien. On dit que dans le cas d'espèce, l'État algérien n'a pas joué franc jeu. On peut remonter plus loin. Le fait que l'État algérien, on m'avait dit, OK, le discours de l'AES n'annule pas la personnalité juridique et diplomatique des États respectifs qui la composent, soit. Mais si on dit ça, on ne peut pas aussi nier qu'il y a une alliance. Donc aujourd'hui, tout État qui veut traiter avec l'AES, avec un État membre de l'AES, doit tenir compte du fait que l'alliance existe et qu'il y a des engagements qui lient les 3 États dans le cadre de l'alliance. L'Algérie, je crois, lors de la dernière fête de Ramadan, a envoyé de l'aide humanitaire, 3 camions d'aide humanitaire, je crois, au Burkina, et avait aussi envoyé, je crois, auparavant, au mois de janvier, au Niger. Bon, ok. C'est un acte souverain de l'État algérien. Je l'accepte.
Mais pourquoi pas alors envoyer aussi au Mali? Pourquoi pas envoyer au Mali? Alors tout à l'heure, quand on voit le communiqué de l'État, on voit très bien qu'il y a une démarche tendance à vouloir diviser l'AES, vouloir faire éclater l'AES en distinguant, n'est-ce pas, en créant des frontières diplomatiques au niveau de l'Algérie, entre le Niger, le Burkina Faso, d'une part, de l'autre côté, le Mali, d'autre part. Tout ceci ne sont pas des gestes anodins. Parce que c'est pour ça que quand il y a c'est pour ça que le factuel, quand il y a un événement qui est factuel, il faut toujours remonter pour essayer de retrouver les conditions qui peuvent expliquer l'événement tel que les demande nous présentement. Donc, vous voyez, tout ça, je ne veux pas revenir sur le fait que sur la réception de haut niveau que le président algérien a donné à M. Mahmoud Dicko, qui est un opposant reconnu, assumé, qui s'affiche comme tel au régime malien. Bon, moi, je ne sais pas, est-ce que la réciproque est vraie du côté malien à l'égard de l'Algérie? Ça peut nous contrer, non. Donc, c'est pour dire que l'État malien est en droit, au regard de tout ce que je viens de mettre sur la table, d'observer qu'il y a une dynamique d'hostilité de la part de l'Algérie à son égard, et de ce fait, le fait que la bataille du trône rentre dans cette dynamique-là. Je répète encore, je suis au niveau factuel. Hein. Je suis au niveau factuel. Monsieur le Président, après le côté factuel de ce communiqué, entrons donc dans le fond. Nous avons vu certaines expressions utilisées dans ce communiqué et nous voulons vous soumettre cela, que vous analysiez ou alors vous décryptez ou alors vous décodiez ce qui se cache derrière. Quand on lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, je cite, L'Algérie rejette avec force cette tentation présente dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées, par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tente vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paie le prix. L'échec de cette clique inconstitutionnelle, je m'arrête là, monsieur. Nous voyons là des qualificatifs graves à l'endroit des dirigeants d'une transition malienne qui a suivi tout son processus institutionnel et juridique. Comment décodez-vous ces propos? Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de la dimension factuelle qui nous permet provisoirement de faire des constats. Mais sur la question des communiqués, il faut être honnête. Le communiqué du Mali n'était pas aussi un communiqué d'agneau. Hein. Nous allons revenir. Voilà, donc c'est la réaction de l'État algérien correspond à la manière dont l'État algérien a accueilli le communiqué de l'État malien. L'État malien a carrément dit que l'État algérien est le terrorisme international. Donc, c'est un mot, ça vaut ce que ça vaut. Donc, l'Algérie a interprété ça à sa manière et s'est lancé aussi dans un communiqué qui n'honore pas la diplomatie algérienne. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Je dis que... dans le communiqué, ça prenne personnellement aux dirigeants de la transition. Tout à fait, tout à fait. Des qualificatifs violents. Tout à fait. Il y a une nervosité diplomatique qu'on observe de la part de l'Algérie qui nous amène à se poser des questions. Pourquoi sont-ils si nerveux? Pourquoi ils ont les nerfs à fleur de peau? Parce que toute considération prise, est-ce que la diplomatie algérienne est obligée d'entrer dans un tel niveau de langage ordurier. Le but, c'était quoi? Qu'est-ce que l'Algérie veut montrer? Donc, cette nervosité-là, ces nerfs à fleur de peau, au niveau des diplomaties algériennes, doit être interrogé, on le fera. C'est plus important pour moi parce que
mon but, à la fin, c'est d'essayer d'appeler à la retenue et que les deux États se ressaisissent. Nous avons bien compris. Tout à fait, cette voilà. position Voilà, assise. tout à fait. Donc, voilà. Donc, d'abord, dans le fond, appeler l'État malien comme ça a été fait, ces dirigeants de cliques de poutistes anticonstitutionnels pose un problème, montre qu'on a affaire à une colère d'État. À une colère d'État, pourquoi? Là où un État doit raisonner, on a affaire à une colère. Pourquoi? Parce que on ne peut pas en même temps apprécier le Niger et le Burkina qui sont dans la même situation. Alors je dis bien, même situation que le Mali en termes de qualification du régime, et traiter comme ça le Mali qui, je répète encore, est dans une alliance avec ces deux États. Donc, personne ne dupe pour ne pas voir que, en fait, l'Algérie insulte l'alliance. C'est insulter l'alliance. D'ailleurs, même la suite du communiqué est claire, le regret de voir le Burkina et le Niger suivre l'Algérie. Bon. Donc c'est comme si l'Algérie était déçue de voir que, bon, ces tentatives diplomatiques de vouloir distinguer, de vouloir casser, il faut être clair, de vouloir faire comme si l'alliance n'existait pas et continuer à traiter le Niger, le Burkina indépendamment de l'alliance, a échoué. A échoué. Vous ne pouvez pas respecter le Burkina Faso et le Niger et ne pas respecter autant le Mali. Donc, vous voyez qu'on a affaire à un communiqué où la colère parle plus que la raison. Moi, je pense que ce n'est pas ce qu'on attend de l'État de l'Algérie. Au regard de son rôle historique en Afrique, au regard de ce que l'État algérien a incarné et continue d'incarner en Afrique, ce n'est pas ce qu'on attend de l'État algérien. Deuxièmement, mon cher Jules, mais c'est comme ça que la France traite l'Algérie. Hein. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, entre les deux, il faut entendre les mots qui sortent de gauche à droite. L'État français traite l'Algérie comme ça. Hein? L'Algérie comme ça. Et puis les Occidentaux, c'est le même qualificatif qu'ils donnent au régime algérien. Ils estiment que l'Algérie, c'est une dictature effroyable, que c'est un pays qui est pris en otage par des militaires qui vivent sous une rente mémorielle, la rente de la guerre d'Algérie. Et au nom de cette rente-là, a emprisonné le peuple algérien. C'est ce que les Occidentaux, en général, et la France, pensent de l'Algérie, le disent quand les relations sont en crise, etc. Et même dans leur propagande, on ne conçoit pas, n'est-ce pas, l'Algérie comme étant un pays dont le régime devrait être respecté en fonction de ce que l'Algérie pense de lui-même. Vous voyez ça? Donc, je ne comprends pas pourquoi, quand les Occidentaux traitent l'Algérie comme ça, la diplomatie algérienne s'énerve, remet ces pays à leur place. À notre plaisir, ça nous plaît, ça peut faire. Dernièrement, vous savez que lors de la dernière crise avec la France, vous vous rappelez, on a fait une mission ici, nous avons apporté notre soutien total à l'Algérie, vous vous rappelez. Parce que maintenant, beaucoup de mes anciens amis algériennes me traitent d'être devenu un anti-algérien, etc. Bon, c'est pas avec ça qu'on peut me branler. Moi, je n'attends rien de l'État algérien à titre personnel. Donc, je me sens très à l'aise pour m'exprimer sur des questions d'intérêt pour l'Afrique. Donc, nous l'avons apporté notre soutien pendant cette crise, comme toujours avec la France. Mais comment on peut donc expliquer, c'est-à-dire que cette double mesure quant au rapport que l'Algérie a avec ce qu'il appelle les juntes. La junte. Parce que c'est ça qui pose un problème. Et c'est là où je me dis que non, il y a eu plus de colère que des raisons. Il y a une nervosité qu'on observe à Alger qu'il faut interroger. Tout à l'heure, il y a des éléments pour expliquer ça. D'un autre côté, je pense qu'aussi d'un côté, au Mali, on s'est laissé déborder aussi, à une certaine mesure.
Dit à la suite de cet incident que l'Algérie parraine le terrorisme, je pense que il y avait besoin quand même d'une certaine mesure diplomatique. Je dis bien diplomatique. Pas une mesure factuelle, une mesure diplomatique. Parce que je suppose que l'État malien a les éléments qui l'amènent à avoir une telle position. Mais au regard des enjeux, plus de mesures nous aurait arrangé de la part de l'État malien. Même si les éléments factuels sont là pour démontrer que l'État algérien n'a pas été correct. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez embrayé le pas sur l'AES, on va donc passer sur la question qui les concerne. Dans le communiqué rendu public par le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, il a indiqué un regret de la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali par un acte d'hostilité du régime algérien. Les chefs d'État de l'AES rappellent qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a été décidé de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État considère la dite destruction comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une fois perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Le Collège des chefs d'État condamne avec le Collège des chefs d'État de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de l'AES et de l'Algérie. Monsieur le Président, pour le gouvernement malien, le régime algérien, en plus de servir de base arrière aux terroristes, s'engage dans une lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. Il est ainsi devenu un régime exportateur du terrorisme. Ça, c'est l'État malien qui le dit. Quand on connaît d'une part la réaffirmation des chefs d'État de l'AES du caractère existentiel de la lutte contre le terrorisme dans l'espace confédéral et d'autre part, l'attitude nihiliste du régime algérien quant à sa complicité terroriste, les conditions d'une confrontation militaire dans le Sahel entre l'Algérie et l'AES sont-elles réunies? Et si oui, est-ce que ça a notre avantage, nous, Africains? Je pense que votre question est, de mon point de vue, celle qui met le plus les enjeux véritables sur la table. Je répète encore, ces enjeux supérieurs que vous venez de mettre sur la table, de mon point de vue, priment sur les données factuelles, quant à savoir qui a raison et qui a tort. Ça prime, ça prime. Parce que ce qu'il faut éviter ici, c'est un conflit entre l'Algérie et le Mali. Parce que ça va profiter à nos ennemis et ils sont à la manœuvre. La France a la manœuvre, ça se voit. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre, ça se voit, c'est immédiat. Et quand il dit la France, et toute une bonne partie de l'Occident collectif et de l'État profond mondial. Et tout à l'heure, je reviendrai sur ce propos pour interpeller tous les panafricanistes à faire attention, à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que ça va au-delà. Cette affaire va au-delà des enjeux apparents qu'on a entendu voir. Je l'ai indiqué à l'entame de mon propos, que l'Algérie en particulier ne digère pas, n'est pas en capacité encore de digérer l'émergence, le retour de l'État malien. Et la volonté farouche, comme l'État algérien le fait, et tous les États du monde le font, de défendre sa souveraineté, de protéger tout son territoire, et rien que son territoire. L'Algérie n'était pas préparée à cette nouvelle donne. Or, Madame Yepmou, le fait que le nord du Mali a été longtemps un no man's land, contrôlé par la France et ses terroristes, a généré des trafics terribles qui impliquaient la France et l'État algérien. À l'époque, j'avais dit ça, avec des éléments de preuve, et ça m'avait coûté un désamour
avec mes amis algériens, je l'assume. C'est un fait. Pour la simple raison que les Algériens ne peuvent pas accepter qu'on le leur fasse. Voilà, qu'on le leur fasse. Donc j'assume ça. Et donc ça doit installer une espèce de rente géopolitique et diplomatique dans les mains de la France et de l'Algérie, qui certainement ont cru que cette rente allait demeurer éternelle, et avait donc intérêt, un certain intérêt à perpétrer, à laisser perpétrer, à laisser le statu quo se perpétuer. C'était quoi le statu quo? Un Mali sans aucun contrôle sur sa partie nord, ce qui préparait évidemment l'avènement de l'État de l'Azawad. D'ailleurs, les Français avaient déjà célébré l'indépendance de l'Azawad avec la complicité tacite de l'Algérie. Ça ne la gênait pas. C'était consacré dans ce qu'on appelle les accords d'Alger. L'arrivée au pouvoir du président Assimi Goïta avait la dynamique, toute la dynamique, n'est-ce pas, qu'il y avait autour de souveraineté, de reconquête de tout le territoire algérien, de montée en puissance des Fama, va aboutir à la dénonciation de cet accord, je crois, en février 2024. Mais l'Algérie n'a jamais accepté ça. La question est celle-ci. Jusqu'à où l'Algérie peut aller dans la définition de sa profondeur stratégique? C'est-à-dire que, sans le dire, l'Algérie a-t-elle le droit d'indiquer à l'État malien ce qu'elle doit décider, ce qu'elle doit faire en ce qui concerne l'avenir de son pays? C'est ça le problème. C'est là le problème. Après, je vous dis que tous ces éléments factuels, c'est bon, mais ce sont les conséquences d'une crise qui est plus grave. L'enjeu, c'est là. Est-ce que l'Algérie considère que il est préférable que le Mali ne retrouve pas son unité et l'intégrité de son territorial pour que les intérêts de l'Algérie soient garantis et promus, ou bien l'unité de l'Algérie n'est possible que si le Mali est de fait sous tutelle de l'Algérie? Parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est une question fondamentale. Donc, cette approche de la question algérienne, de la question malienne, de la part des autorités algériennes, n'est pas acceptable. N'est pas acceptable à tout point de vue. Donc, ça pose le problème de la façon dont l'Algérie conçoit ses intérêts et son rôle sous-régional. C'est le problème fondamental. C'est-à-dire que la montée du Mali, le retour du Mali sur la scène, et maintenant l'avènement de l'AES, a créé une bascule sous-régionale avec des répercussions. C'est un séisme. C'est un séisme géopolitique. C'est un séisme diplomatique. L'Algérie ne se retrouve pas. L'État algérien ne se retrouve pas dans ça. Donc, ça se voit dans la nervosité, n'est-ce pas, et la nervosité diplomatique de nos amis algériens le montre. Ça dit, c'est clair et net. On a l'impression, hein, quand on voit ça, c'est que pour que l'Algérie et la France soient en paix, il faut que le Mali et l'Algérie soient en guerre. Je répète, on a l'impression que pour que la France et le Mali, la France et l'Algérie s'entendent, il faut que l'AES se disloque, ou bien que le Mali et l'Algérie soient en guerre. Monsieur le Président, sur cette question précise, vous avez parlé de la profondeur de l'Algérie dans le territoire malien. Comment il qualifie sa profondeur stratégique? Oui, c'est un fait. Monsieur le Président, l'avènement de l'AES, vous l'avez rappelé, est un événement majeur qui inquiète les autorités algériennes. Mais Monsieur le Président, dans le cadre, par exemple, de la Charte des Nations Unies, tous les États sont souverains. Tous les États qui disposent d'un territoire, d'un gouvernement et d'une population et qui ont des frontières reconnaissables par le droit international ont l'obligation d'assurer la sécurité. Sur cette prisme-là, est-ce que l'Algérie a le droit de violer l'intégrité territoriale du Mali, d'être, si on se fie aux accusations de l'État malien, une base arrière des terroristes? Oui, ce n'est pas seulement une accusation, c'est des faits. Je vous ai indiqué que la victoire de l'Algérie sur le terrorisme, à la faveur de la guerre, quelqu'un dit la seconde guerre de l'Algérie, mais cette fois c'était une guerre interne
à faveur de la guerre civile. Parce que certains pensent qu'il y a une relique coloniale ou alors une relique de supériorité. Les Algériens auraient tendance suprémaciste, voire même raciste à l'égard des populations ou alors des Africains noirs. En particulier. Oui, évidemment, il y a ça, il y a tout ça. Mais tout ça traduit quoi? Tout ça traduit l'incapacité de l'élite algérienne à anticiper sur les évolutions géopolitiques dans la sous-région. Il fallait être vraiment un peu taré, hein, quasiment, pour croire que la situation du Mali allait rester en l'état. C'est mal dit, c'est fermer les yeux sur les réalités de l'histoire. Il ne me semble pas que la diplomatie algérienne, qui a un grand passé, ne soit pas à la hauteur d'une telle analyse. Je crois qu'ils sont à la hauteur, mais il y a le choc des intérêts. Quand vous vous installez dans une espèce de confort en termes d'intérêt, souvent les évolutions vous bousculent et vous réagissez mal. Je pense qu'on est dans ce cas de figure-là. Je répète et je le dis, hein, c'est clair. La question de l'Azawad, la question des Touaregs de l'Azawad est une question qui engage ces deux États pour ne citer que ces deux-là. Parce que toute la sous-région, l'Azawad, c'est une question à la limite sous-régionale. Mais ça engage plus en la matière, pour le cas d'espèce, les deux États. Alors, je répète que, et là, on voit très bien que l'accord d'Alger, il faut lire l'accord d'Alger, qui place l'Algérie au cœur de la résolution de la question malienne. Mais l'accord d'Alger, de manière claire, c'est la partition de l'Algérie. Et que c'est à ce moment-là, l'Algérie... Du Mali, pardon, c'est clair. C'est un entérinement de la partition du Mali. Et que si l'unité du Mali doit être garantie, ça passerait par l'indépendance de l'Azawad. Pratiquement, l'Azawad. C'est la position de la France. C'est pour ça que... Mais tout ça, indépendant de l'Azawad. Mais qui serait donc les parrains de l'Azawad? Qui seraient les tuteurs de cet État indépendant? La France. L'Algérie, d'une certaine façon. Donc, attendez, voyez donc, c'est ça le problème, hein. C'est ça le cœur du problème. Et je dis que, tout à l'heure, vous avez convoqué les principes de l'ONU, mais la souveraineté des États, c'est le principe cardinal de l'ONU. C'est le principe, hein, au niveau juridique. Bon, dans les faits, on est dans un champ international qui est une jungle. C'est une jungle où les principes camouflent des données sauvages, des dynamiques de sauvagerie, de barbarie, où c'est la loi le plus fort qui règne. Mais, sauf que on n'est pas fort tous les temps. Et souvent, ce que vous faites aux autres, au nom de la puissance, ça vous retourne sur le visage. Je pense que l'Algérie, aujourd'hui, est en train de vivre une situation qu'elle n'a pas préparée. Quand elle le dit. Au niveau, que ce soit au niveau de l'état-major algérien, l'état-major militaire, ça n'a pas été préparé. Je vous parle de tous les trafics qu'on faisait au nord du Mali, le pillage des richesses du Mali au nord du Mali, alors, auquel s'est livrée la France, et, n'est-ce pas, une partie de l'État algérien. Donc, c'est inacceptable. Il faut que nos amis algériens se ressaisissent, et il faut les aider dans ce sens. Il faut les aider, et c'est pour ça que je pense que, malgré toute la puissance des éléments factuels, il faut privilégier l'intérêt supérieur de l'Afrique et l'intérêt supérieur des deux pays. Bien évidemment. Monsieur le Président, toujours dans le sillage des communiqués, nous avons vu une forme de guerre de communiqués diplomatiques. L'ancien Premier ministre, monsieur Dr Choguel Kokala Maïga, a fait une sortie et il a également eu des propos qui ont interrogé l'opinion nationale et internationale sur quel est le réel problème qui est caché derrière cette affaire. Il dit ceci, je le cite: « Il n'est pas étonnant de remarquer ces derniers jours un rapprochement, disons une alliance impie entre deux pays qui ne s'entendent entre eux que pour nuire au Mali, prétendant conclure un partenariat stratégique sur la sécurité au Sahel. » Monsieur le Président, nous apportons d'abord. C'est la France et l'Algérie. Je viens de parler de ça. Je voudrais dire qu'on a l'impression que, parce que je ne veux pas mettre le doigt sur le feu, on a l'impression que pour que la France et l'Algérie s'entendent, il faut que le Sahel brûle, il faut que l'Algérie et le Mali soient en guerre. C'est aussi évident que ça. Le point commun, c'est Mamadou Diko. Mamadou Diko. Que moi, je considère pour un voyou de la pire espèce. Un voyou. Mamadou Diko.
au nom de quoi l'État algérien peut dérouler le tapis rouge à Mamoud Dicko, qui en passant est un grand ami de la France. Donc on voit très bien ce qui se trame. Ça fait que la France n'est pas en capacité de maîtriser, a perdu le rôle qu'elle avait avant, le rôle de tutrice de la sous-région. Elle a perdu ça. Attendez, j'arrive. Alors, déclassée, elle ne peut reprendre la main qu'en mettant du chaos dans la pure tradition de la géopolitique occidentale. Il faut que les gens comprennent ça. Alors, dans ce jeu-là, l'Algérie, qui je vous ai dit tout à l'heure, elle aussi, a été prise de court par la montée en puissance de l'armée du Mali et de l'État malien et sa farouche revendication de souveraineté et de contrôle total de son territoire. L'Algérie est prise de court. D'où la tentation de reconstituer l'axe maléfique qui a longtemps géré ce qu'on appelle le nord du Mali. Monsieur le Président, l'axe maléfique qui a longtemps prospéré au nord du Mali, si on se fie à ça, Monsieur le Président, l'Algérie, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, est un pays qui a combattu dans le cadre de la lutte de libération nationale. Nous nous souvenons de la FLE. Mais quand on regarde l'Algérie d'aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que le régime algérien ou alors les tenants du pouvoir algérien ont effectué leur ajournement? Je ne voudrais pas que cette analyse, que cet espace de réflexion bascule sur ce terrain, qui de mon point de vue serait très subjectif. C'est pour ça que j'étais très désolé de voir l'État algérien verser dans ce type de langage, reprenant en son compte le langage de la France, comme par hasard, quant à ce que la France pense de ces régimes-là. Mais pour vous, une désescalade est possible. Souhaitable. Il faut travailler pour ça. Nous, on va travailler pour ça. Je voulais que cette émission serve à ça. À notre petit niveau. C'est-à-dire que je déplore le fait que l'Algérie ait repris dans son compte le discours français concernant on qualifie ça comme une position de cheval de Troie. Oui, la France pour ici, tout à fait, concernant cette affaire-là, concernant l'AES, tout en rappelant que la France insulte l'AES le jour, mais la nuit va supplier. Va supplier pour sauver Air France, va supplier pour reprendre des relations. Envoie tous les temps son cheval de Troie, CEDEAO vaut rien, pour tout faire pour que l'AES revienne dans la maison. Donc, les dirigeants algériens sont en train de matcher pour comprendre ce double jeu. Donc, dans cette affaire où je t'aime moi non plus, où chacun ne peut pas, où chacun est très hypocrite envers l'autre, etc., qui va trahir le premier, etc. Donc, dans ce magma, nous devons privilégier l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt du Sahel. L'intérêt du Sahel, c'est que il n'est pas normal qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Une guerre entre l'Algérie et l'ES n'est pas souhaitable. Ça, c'est l'intérêt du Sahel. C'est notre intérêt, nous les panafricanistes. Il faut tout faire pour éviter ça. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que mon point de vue, si on s'inscrit dans une logique de désescalade, dans une logique de solution, les données factuelles ne doivent pas primer sur les enjeux diplomatiques. C'est-à-dire que les données factuelles ne doivent pas primer sur les enjeux de profondeur, sur les enjeux essentiels du Sahel, à savoir aujourd'hui la consolidation de l'AES, de mon point de vue, et l'éviction hors du Sahel de l'état profond occidental, de l'Occident collectif, qui se manifeste par la France et tout ce qu'il y a derrière elle. C'est ça l'affaire. Bon, d'un côté, certains Algériens disent, oui, hier, n'est-ce pas, quand la CEDEAO vous a sanctionné, l'Algérie était derrière le Mali. Oui, nous avons salué ça à l'époque, non? On a salué ça. Mais l'Algérie n'était pas derrière le Mali pour faire du Mali un État sous tutelle de l'Algérie. Il faut qu'on, de manière claire. Donc, je pense que il faut rapidement que les états-majors diplomatiques et même militaires de l'AES et de l'Algérie prennent de la hauteur. Prennent de la hauteur. Ça, je suis clair par rapport à ça. Tous ces gens qui conseillent qui mettent l'huile sur le feu avec les discours incendiaires ne sont pas à la hauteur de la situation. L'Algérie aujourd'hui, le Mali, l'AES n'ont aucun intérêt
dans un conflit avec l'Algérie. D'autant plus qu'au niveau global. Au niveau global, ils vont se retrouver sur un terrain. Le terrain du monde multipolaire, le terrain des BRICS, dont la Russie. Il y a également un allié stratégique des deux pays. Oui, suivez mon regard, suivons nos regards respectifs. Alors, quand on voit que, à l'heure actuelle, même la Russie, à la faveur de la nouvelle donne qui prévaut en Syrie, la Russie est dans une situation qui demande beaucoup de sérénité géopolitique, qui demande beaucoup de prudence géopolitique, parce que la nouvelle donne en Syrie met dans une précarité géopolitique les acquis russes dans cette région-là. J'espère que nous connaissons tous les problèmes de la Russie quant à son enclavement, la nécessité pour elle d'avoir des débouchés sur les grandes routes maritimes. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle donne en Syrie, l'Algérie devient un partenaire stratégique pour la Russie, potentiellement stratégique pour la Russie. Or, en même temps, l'État profond, l'Occident collectif, l'État profond occidental, a l'Algérie dans son collimateur. Je pense que ceux qui mettent le feu, ceux qui veulent mettre le feu sont au courant de cette donnée-là. L'Algérie est dans le collimateur de l'État profond occidental, qui, après la Syrie, le Yémen, a l'Algérie dans son collimateur. Vous voyez que bon, vous ne pouvez pas être un panafricaniste, vous ne prenez pas toutes ces données-là intégrer ça dans l'analyse. Nous n'avons pas intérêt à voir l'Algérie déstabilisée par l'État profond occidental. Je répète, nous n'avons pas intérêt en Afrique à l'heure actuelle à laisser l'Algérie être déstabilisée par l'État profond occidental. Donc il faut avoir beaucoup de hauteur pour analyser, n'est-ce pas, ce qui se prépare là, ce qui est en train de se jouer là, sans oublier ces fondamentaux de la géopolitique globale. Donc l'Algérie est un pays important pour l'Afrique, de par son histoire, de par ses orientations diplomatiques connues, c'est-à-dire de par son poids. Je voudrais vous rappeler que l'Algérie est un pays qui a payé toutes ses dettes à l'égard du système de créances internationales, avec tout ce que cela suppose, et qui est dans le collimateur, je répète encore, des prédateurs internationaux. C'est clair et c'est net. Il y a la question du Sahara occidental qui met les nerfs de la diplomatie algérienne à fleur de peau. Parce que c'est vital pour l'Algérie. Vous avez d'un côté, n'est-ce pas, les prétentions diplomatiques du Maroc et la vision géopolitique que le Maroc s'est fait de son avenir. Je peux vous dire le Maroc est un grand cheval de Troie dans cette géopolitique, cette géoéconomique globale. Elle ne roule pas pour l'Afrique. Ne roule pas pour l'Afrique. Donc, nous devons être très prudents. Il faut être extrêmement prudent dans cette affaire et souhaiter, à cause de ça, à cause de ceci, que les deux États, que la raison revienne, que les deux États, n'est-ce pas, se retrouvent autour d'une diplomatie de la sagesse, n'est-ce pas, autour d'une relecture de leurs intérêts mutuels, c'est possible. L'Algérie peut se réconcilier avec le Maroc dans le cadre, n'est-ce pas, de la résolution des contradictions qui travaillent le Sahel. L'Algérie, n'est-ce pas, doit travailler avec l'AES, éviter de faire exploser l'AES en étant bien avec le Niger, en étant bien avec le Burkina et en diabolisant le Mali. Non, c'est pas la bonne voie. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie de se positionner ainsi. Voilà. Monsieur le Président, ce jour, le 8 avril, les ministres des Affaires étrangères se trouvent à Moscou dans le cadre d'une visite de 2 jours à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune d'élargir le partenariat et le dialogue politique et stratégique au niveau confédéral. Vous avez dit tout à l'heure, nous souhaitons pour l'Afrique que la paix règne
Sahel entre l'Algérie et le Mali, justement. Cette visite qui s'inscrit dans justement du partenariat en vue aussi de la sécurité, est-ce qu'elle ne peut pas être peut-être une mauvaise alerte pour ces États-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez? Que la Russie peut-être se mette de côté et qu'il y ait un dialogue d'abord entre les deux pays qui sont en conflit actuellement, ou bien on peut laisser s'ingérer la Russie vu qu'elle travaille déjà avec les pays de l'AES. Qu'est-ce qui est mieux pour l'Afrique, pour les panafricanistes? Nous ne devons pas aborder ces questions-là de cette manière, en attribuant un rôle à la Russie. La Russie a des intérêts. Elle a des intérêts. Il y a une convergence stratégique et géopolitique entre l'Afrique et la Russie. L'Afrique subsaharienne et la Russie, ça va de soi. C'est une très bonne chose. C'est un axe de renouveau géopolitique mondial, ça se voit. Mais, faut pas aborder la question comme ça de mon point de vue, qui serait ainsi une approche sentimentale des questions géopolitiques. La Russie a des intérêts dans cette affaire. La Russie a des intérêts avec l'Algérie, la Russie a des intérêts avec l'AES. La Russie va réfléchir en termes d'intérêts. Je vous ai tout à l'heure convoqué les enjeux très importants pour la Russie en termes de désenclavement et d'accès aux mers chaudes. Aux mers chaudes, je ne parle pas des mers froides, des mers chaudes. Et la nouvelle donne en Syrie est une source d'inquiétude en la matière pour les stratèges russes. L'Algérie est une des solutions avec la Libye. Quand on voit l'instabilité qui caractérise la Libye, on voit donc l'importance géostratégique de l'Algérie dans le contexte actuel pour la diplomatie et les géostratèges russes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. En même temps, la Russie est un partenaire majeur sur le plan de la géopolitique des États de l'AES. Oui, ça lui donne naturellement une place à jouer et un rôle à prendre en termes de modérateur, la possible modératrice des tensions entre ces pays-là. Mais il faut tout faire pour que les États de l'AES ne soient pas une ressource objective, ressource stratégique objective pour la Russie dans ce que je suis en train d'appeler le règlement de la question de son désenclavement en matière de route maritime stratégique. Vous bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il ne faudrait pas que notre comportement place la Russie dans cette situation que peut-être elle ne souhaite pas. Il ne faut pas que la Russie ait à choisir entre l'Algérie et l'AES, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas placer la Russie dans cette position-là. Et pour ça, sortons un peu de notre enfantillage. Je répète, il faut que les diplomaties de l'Algérie et de l'AES trouvent une solution à ce problème, en évitant la guerre, en évitant le conflit. Parce que ça va jouer contre l'Afrique, ça va jouer contre nous, ça va jouer contre l'AES, voilà, ça va jouer contre nous. Parce qu'il y a des forces qui ont intérêt à ce que l'AES entre en guerre avec l'Algérie. Il faut éviter ça. Ça demande beaucoup de maturité politique et diplomatique et stratégique. L'AES et l'Algérie ont les moyens de se mettre à ce niveau. Nous les appelons à s'élever à ce niveau. Au-delà de la défense de la souveraineté, n'est-ce pas, que ce soit du côté algérien ou du côté malien, il y a la possibilité Nous sommes là déjà dans les pistes de solutions. Oui, tout à fait. Il y a la possibilité de créer une nouvelle donne qui permet, n'est-ce pas, à ces deux pays-là de trouver un cadre de collaboration, n'est-ce pas, de collaboration stratégique qui permet d'éviter le conflit. C'est à ça qu'il faut travailler et isoler la France. Voilà, il faut isoler la France. Parce que je répète, c'est la France qui me le faut là. C'est elle qui tire, c'est elle qui manœuvre là. Parce qu'il y a des vieux liens, n'est-ce pas? Il y a de très très vieux liens objectifs entre la France et certains intérêts en Algérie, certains intérêts au cœur de l'armée populaire, n'est-ce pas, de libération
en Algérie, n'est-ce pas, qui peuvent justifier, n'est-ce pas, ce type de jeu auquel la France veut se jouer. Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que pour que Paris soit en paix avec l'Algérie, il faut que le Sahel brûle. Voilà. Et dans le cas d'espèce, il faut que l'AES explose. Tout l'objectif stratégique de la France, c'est de faire exploser l'AES. Et il n'est pas bon que l'Algérie se livre à ce jeu, parce que ça va se retourner aussi contre elle. Donc, il y a un enjeu de sagesse diplomatique, il y a un enjeu d'agilité dans la pensée diplomatique pour éviter, n'est-ce pas, l'escalade et entrer dans une désescalade et créer les conditions d'une paix définitive. Ça peut se faire ça peut se faire en même temps qu'on consolide les souverainetés nationales. Monsieur le Président, toujours dans le cadre de cette désescalade, ou alors essayer de bâtir la paix dans cette sous-région, est-ce qu'il y a des pays ou alors un pays qui peut essayer de faire des médiations ou alors des bons offices pour essayer de réconcilier les deux parties, parce que visiblement, l'État du Mali va saisir les instances internationales. C'est son droit, c'est son droit. Résoudre ce conflit qui l'oppose à l'Algérie. Oui. De l'autre côté, l'Algérie essaie de consolider sa position à travers, si on se fie au communiqué de son ambassade. Est-ce qu'il y a un pays peut-être capable de... Mais les pays comme le Burkina, le Burkina et le Niger ont un rôle à jouer, puisque l'Algérie donne l'impression de s'entendre beaucoup avec ces pays-là. Ben non, ok, on prend l'Algérie, mais ces pays-là peuvent jouer un rôle d'apaisement entre l'Algérie et le Mali, tout en respectant les termes de l'Alliance, le cadre confédéral. Il y a un traité confédéral qui lie les trois pays. Donc, les trois pays doivent respecter ça. Ils le respectent, ça a leur honneur, c'est le sens même du communiqué, c'est-à-dire que c'est l'AES qui s'est senti attaqué. Parce qu'il y a un pacte de sécurité entre les trois pays qui forment l'AES. Maintenant, n'est-ce pas, puisque apparemment l'Algérie nous fait comprendre qu'elle s'entend mieux avec le Burkina et le Niger, faut bien que ces deux pays-là, n'est-ce pas, prennent leurs responsabilités pour éviter l'escalade et éviter, n'est-ce pas, ce que la France cherche, à savoir exploser l'AES dans une guerre qui va opposer l'AES à l'Algérie. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Pour vous résumer, qu'est-ce que vous préconisez? La paix. La paix entre l'Algérie et le Mali. Un axe de paix entre l'AES et l'Algérie. Les États de l'AES diversifient les partenariats comme ils l'entendent. Ils n'ont pas de leçons à recevoir de quiconque. Donc, l'Algérie peut être un des leviers de cette diversification. Et ce levier-là peut déboucher sur un axe, ou bien un sous-axe, n'est-ce pas, de paix, qui serait une nouvelle donne, n'est-ce pas, dans la sous-région. Éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait un monopole n'est-ce pas, que la question du Sahel soit le monopole, ou bien permettre à la France qui se bat en vain de retrouver le monopole qu'elle avait sur la question. Mais c'est un rêve, hein, c'est terminé. L'Occident, c'est terminé. Ils n'auront plus jamais ce monopole. D'où leur volonté d'instaurer le chaos. C'est leur tradition. Nous devons éviter ça. Par la sagesse, par un grand sens de la modération et par notre capacité à concilier ce qui semble inconciliable dans la sous-région. Je répète encore, la souveraineté du Mali, la prospérité de l'AES n'est pas incompatible avec une Algérie qui préserve ses intérêts. Sauf si, bon, n'est-ce pas, de l'autre côté, on veut s'entêter dans une logique de puissance régionale, suprémaciste, qui ne veut pas discuter avec des États nègres. Nous ne souhaitons pas ça. Donc, vivement la paix, vivement la désescalade, vivement la diplomatie entre l'Algérie, l'AES, entre l'Algérie et le Mali. Comme hier par le passé, entre Modibo Keïta et Ben Bella et la jeune Algérie qui sortait fraîchement de la lutte de libération nationale, à laquelle a beaucoup contribué Modibo Keïta et le Mali. Voilà.
C'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct consacré à la situation qui prévaut entre le Mali et l'Algérie et l'AES en général.